Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Miss Plume où nous allons parler de films pour changer. Et oui, parce qu'il y a des films qu'on regarde en débranchant son cerveau, et il y en a d'autres qui sont étonnamment agréables à regarder sans pour autant se défaire de ses neurones, et le film dont nous allons parler aujourd'hui, Migration, rentre aisément dans cette deuxième catégorie. Oui, c'est un film d'animation. Oui, on considère généralement que ce genre de divertissement est pour les enfants, même si des séries animées pensées et réalisées uniquement pour les adultes sont de plus en plus nombreuses à voir le jour. Mais Migration, lui, est bien destiné aux enfants, ou plutôt à la famille tout entière, car c'est une famille que l'on suit tout au long du film. Le père, la mère, le grand frère, la petite sœur et le grand-oncle un poil encombrant, faut bien l'avouer. Alors peut-être à cause d'un manque de publicité, ou bien parce que les films d'animation ne sont pas ceux que l'on regarde lorsqu'on se veut être critique de cinéma, Migration est sorti en 2023 dans l'indifférence générale. Je crois bien que personne n'en a parlé sur la toile, à part peut-être Durandal, et d'ailleurs je me dois de le remercier car sans lui, je ne l'aurais jamais vu. Bref, comme son nom l'indique, Migration raconte la migration, jusque-là tout va bien, d'une petite famille de canards et leur péripéties pour arriver enfin en Jamaïque. Et là vous allez me dire... Ok, alors je pensais qu'Entre Actes Science était une chaîne de science. M'aurait-on menti? Que nenni, très chers spectateurs, promis, nous allons parler science, car en mettant en scène la migration de ces oiseaux, le film touche à tout plein de sujets d'ornithologie, et il serait quand même bien dommage de ne pas en profiter pour les aborder avec vous. Alors je précise toutefois avant de commencer que je ne vais pas parler de tous les aspects du film, je ne connais absolument rien à la production d'un film, je ne compte pas parler des bons points ou des mauvais points du scénario ou de la qualité de l'animation. Ici, nous allons parler science et uniquement science. Pour les adeptes des critiques cinéma, je vous encourage à plutôt vous diriger vers les youtubeurs qui en ont fait leur spécialité. Donc aujourd'hui, nous allons nous contenter d'aborder 6 points du film qui sont reliés à des concepts d'ornithologie au sens large. Je vais essayer de ne pas vous spoiler le film, mais il est possible que je doive révéler certains éléments de l'histoire simplement pour vous expliquer les concepts en question, donc pensez à aller voir le film avant cette vidéo si vous souhaitez garder la surprise du scénario, mais bon, soyons tout à fait honnêtes 2 secondes, il ne casse pas 3 pattes à un canard, si vous voyez ce que je veux dire. Et on commence tout de suite avec le premier point ornitho, le départ de Migration. La famille de canards que nous suivons dans le film ne migre pas d'ordinaire. Ils restent toute l'année sur leur petit lac, et ce n'est qu'après l'apparition d'un groupe de canards migrateurs qu'ils décident finalement de partir en migration vers la Jamaïque. Alors, plusieurs détails importants ici, il est tout à fait possible que certains oiseaux d'une espèce qui d'habitude migrent, ne migrent pas, eux, en automne. Chez de nombreuses espèces d'oiseaux, certains vont migrer, d'autres non. Alors c'est souvent lié à l'aire de répartition de l'espèce. Les individus les plus au sud de l'aire de répartition n'ont pas forcément besoin de migrer. La migration sert entre autres aux oiseaux à passer l'hiver dans de meilleures conditions, notamment lorsqu'il s'agit d'espèces vivant dans des lieux où l'hiver est très rude et où les conditions climatiques ne permettent pas de trouver suffisamment de nourriture pour survivre. Les oiseaux vivant déjà sous des climats plus cléments n'ont pas besoin de bouger pour survivre, ils ont tout ce qu'il leur faut sur place. Donc oui, voir une famille de canards migrer alors que d'autres ne migrent pas semble tout à fait possible. Et visiblement il s'agit de toute manière d'une autre espèce. Mais du coup, pourquoi ces canards décident de suivre une autre espèce? Ça, c'est un mystère. Mais est-ce qu'une population qui d'habitude ne migre pas partirait soudainement en migration? Qu'est-ce qui les ferait changer leurs habitudes aussi brusquement? Et dans un contexte de changement climatique, c'est vraiment pas étonnant. On sait depuis quelque temps déjà que les conditions météo, notamment la température, sont des facteurs déclencheurs de migration. Il suffirait que cette petite famille soit dans un lieu soudainement touché par un changement de climat, et il serait tout à fait possible que cela entraîne leur départ. Donc jusque-là, le scénario paraît tout à fait plausible. Point numéro 2, l'âge des canards. La petite famille de canards, qui sont les héros du film, est calquée sur le modèle de la famille humaine typique. 2 parents, un ado, sa petite sœur, et pour l'occasion on a rajouté le vieux grand-oncle un brin gâteux. Alors chez les canards, il y a bien évidemment des différences d'âge entre les individus, mais lorsque des poussins viennent d'une même nichée, ils sont quasiment tous du même âge. Alors je dis quasiment car certains œufs vont certainement éclore quelques heures avant les autres, mais rien de plus. Lorsque maman canard pond ses œufs, elle les pond à 2 jours d'intervalle à peu près, parce qu'il faut quand même un peu de temps à son corps pour produire un œuf qui fait déjà une bonne taille par rapport à elle. Mais contrairement à d'autres espèces, maman canard ne commence pas à couver dès la ponte du premier œuf. Elle ne s'opposera sur le nid qu'une fois tous les œufs pondus. Ce qui veut dire que le processus d'incubation commencera pour tous les œufs au même moment, les œufs pondus en premier rentrant dans une phase de stase en attendant les derniers. C'est pourquoi les 2 poussins du film, s'ils sont effectivement les poussins de ce couple, devraient avoir exactement le même âge. Il ne serait pas non plus possible que ces 2 poussins viennent de 2 couvées différentes. Rappelez-vous, les canards grandissent très rapidement. En quelques semaines, ils ont la taille et le plumage d'un adulte.
Si la femelle avait eu 2 couvées cette année-là, la deuxième couvée n'aurait débuté qu'une fois tous les poussins de la première couvée émancipés, ce qui veut dire que le plus grand aurait déjà quitté le nid depuis longtemps. Donc proposer une famille de canards avec un ado et une petite sœur, c'est clairement un choix motivé par le besoin d'avoir une structure connue à laquelle se raccrocher lorsqu'on est spectateur, un mauvais point ornitho donc, mais j'imagine qu'il faut bien qu'on puisse comparer ces canards à nos familles humaines pour qu'on s'intéresse un minimum à leurs aventures. Ce qui nous amène au point numéro 3, toute la famille vole, même les poussins. Alors quand j'ai vu la petite dernière, clairement un poussin, toute petite avec encore des couleurs de plumes différentes de celles de ses parents, soudainement agiter les ailes et suivre le reste de la famille dans le ciel, j'ai un peu avalé de travers. Alors évidemment que non, les poussins ne volent pas, va falloir leur laisser un peu de temps pour grandir avant le départ en migration. Les jeunes de l'année doivent obligatoirement finir leur croissance avant l'heure fatidique du départ, et c'est même pire que ça, car en réalité ils doivent aussi s'assurer d'avoir fait des réserves de graisse pour tenir le rythme effréné du voyage. Ils vont avoir besoin d'une quantité astronomique de calories pour tenir le coup, et ils ne pourront de toute façon pas le faire s'ils sont encore occupés à utiliser ces réserves caloriques pour grandir. C'est donc un gros point noir qui ne correspond pas du tout à la réalité ornitho. Point 4. Les prothèses en plumes. Bon là, si vous n'avez pas vu le film, vous vous demandez certainement ce dont je parlais. Alors, petit point scénario, l'ado canard perd ses plumes de vol, celles qui sont au bout des ailes, et qu'on nomme les primaires, vous savez, ces longues plumes bien rigides, et comme il n'a plus ses plumes de vol, il peut plus voler. Alors jusque là tout va bien, c'est effectivement le cas lorsqu'un oiseau perd ses plumes essentielles, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la mue des oiseaux, le moment où les oiseaux perdent leurs plumes pour les renouveler, ce qui peut arriver 1 ou 2 fois par an, voire même tout au long de l'année pour certaines espèces, donc cette mue s'étale dans le temps de manière à ce que l'oiseau ne perde pas toutes ses plumes de vol d'un seul coup. Vous verrez fréquemment d'ailleurs un oiseau en vol avec 1 ou 2 trous dans les ailes, témoin de la perte d'une plume de vol, ici ou là. Perdre une plume ou 2 réduit la portance de l'aile, mais n'empêche en rien le vol battu. En revanche, perdre toutes ses plumes forcerait l'animal à rester au sol, ce qui, vous en conviendrez, serait un sérieux problème pour la plupart des espèces. Alors cela dit, il existe des oiseaux qui perdent toutes leurs plumes d'un coup, ce sont les calaos, mais leur situation est un petit peu différente, aussi je vous conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo sur les calaos si vous voulez en savoir plus. Donc, notre jeune oiseau, ayant perdu ses plumes, est cloué au sol. Mais ne s'avouant pas vaincu, il récupère des plumes abandonnées par un perroquet pour combler les trous dans ses ailes et ainsi s'envoler. Quel esprit d'initiative! Alors, s'il existe effectivement une technique connue des fauconniers pour réparer des plumes, elle ne permet pas de remettre des plumes en place une fois qu'elles ont été arrachées. Cette technique s'appelle l'empennage, et pour réparer une plume, on choisit une plume similaire mais entière, généralement une plume gardée par le fauconnier lors de la précédente mue de l'oiseau, et on la coupe à la bonne dimension pour venir combler le vide laissé par le morceau de plume manquant. Et pour que le raccord reste en place malgré les forces exercées sur l'aile durant le vol, le fauconnier doit insérer une partie du rachis central du morceau qui est rajouté dans le rachis de la plume cassée. Ensuite il colle, et parfois il noue le tout d'ailleurs pour s'assurer que ça tienne bien. En revanche, si la plume est totalement arrachée, il ne reste plus d'éléments auxquels rattacher une nouvelle plume. Il va juste falloir attendre que la plume repousse d'elle-même. Donc pour en revenir à notre oiseau bricoleur, non, il n'aurait pas physiquement pu raccrocher des plumes pour combler les trous dans ses ailes, c'est pas comme si on y mettait un bout de scotch. Ça marche pas comme ça. Sans compter que les plumes qu'il utilise pour combler les trous sont en fait les plumes de la queue d'un ara. Or, chez les aras, ces longues plumes de queue ne sont pas du tout rigides, elles sont beaucoup trop souples pour soutenir un oiseau en vol, alors même coupées à la bonne dimension pour combler les trous, elles se plieraient sous le vent d'un vol battu au lieu de rester bien droites. C'est donc une très mauvaise idée, ce point du scénario n'est pas crédible pour un sou. Nous arrivons ensuite au point numéro 5. Le perroquet retrouve sa route. Dans le film, les canards suivent à la fin un perroquet pour arriver jusqu'en Jamaïque, un perroquet qui miraculeusement retrouve sa route. Alors s'il y a des espèces qui migrent, il y en a aussi qui ne migrent pas. Et pour ces espèces, il serait quand même assez curieux qu'une fois parachutées à l'autre bout du monde, elles soient capables de retrouver leur route. Alors, en ce qui concerne les perroquets, c'est clairement pas le cas, sinon tous les oiseaux échappés de cage migreraient en masse vers leur pays d'origine au lieu de rester sur place et de subir les affres d'un hiver rigoureux sous nos latitudes. Et bah oui, pourquoi rester à se geler le croupion quand on peut rentrer chez soi? Dans le film, ce perroquet a été capturé en Jamaïque, s'est certainement retrouvé dans un avion avec d'autres bestioles braconnées, et a été vendu à New York. Alors comment voulez-vous qu'il retrouve son chemin alors qu'il n'a certainement rien vu du voyage à l'aller et qu'il n'appartient même pas à une espèce qui migre depuis l'Amérique du Nord jusqu'à la Jamaïque? C'est donc un point un peu tiré par les cheveux, ou plutôt par les plumes. Et nous
nous arrivons à notre dernier point, le point numéro 6. Deux canards d'espèces différentes se font les yeux doux. Notre canard adolescent fait les yeux doux à la jolie petite canne qui vient de se poser sur leur lac en début de film. Alors, problème, il s'agit d'une autre espèce. Alors, je vous arrête tout de suite si vous tentez de me dire que le cœur a ses raisons, puis que l'amour ça n'a que faire des barrières. Hein. Non. Il y a plein de barrières entre les espèces d'oiseaux qui sont souvent infranchissables. Et je parle même pas des problèmes de société à la Roméo et à la Juliette, hein. Ici on est sur du concret, de l'infranchissable, de l'impossible. Chaque espèce est différente dans son apparence, dans son champ, dans ses habitudes, dans ses préférences, dans son alimentation, dans sa parade nuptiale. Et souvent la sélection du partenaire est basée sur toutes ces différences. Chez les oiseaux, les mâles ne sont pas colorés juste pour faire beau, ils sont colorés ainsi parce que les femelles de cette espèce ont une préférence pour ces couleurs. La sélection sexuelle dirige littéralement l'évolution d'une espèce. Il est donc très improbable que cette jeune femelle canard, avec son plumage radicalement différent de notre jeune héros, craque pour lui. Alors soit, on dirait bien qu'ils parlent la même langue, mais d'une, c'est hautement improbable que leur chant soit similaire dans la réalité, et de deux, ce n'est qu'une infime partie de ce qui constitue le choix d'un partenaire. Cela dit, il existe des endroits où des espèces d'oiseaux s'hybrident naturellement, mais il s'agit d'espèces très similaires, au plumage très proche, aux habitudes semblables, en bref, deux espèces sœurs en quelque sorte. Et ici, c'est vraiment pas le cas. Donc désolé mon grand, mais ne compte pas trop sur ton crush de l'été pour durer dans le temps. Et voilà, c'était mes 6 points ornitho que je souhaitais partager avec vous. Que ça ne vous empêche pas de regarder le film, moi-même j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages et l'animation, et puis ce sera l'occasion de vous rappeler des points ornitho de cette vidéo si elle vous a plu. A bientôt pour de nouvelles aventures avec des plumes.